Regard croisé, deuxième partie, mais nous allons toutefois revenir sur le Nigeria et parler un peu de cette annonce qui interdit bien sûr au groupe chiite d'exister sur le territoire nigérian. Et vous nous dites, Chris Sega, depuis quelques instants, que on doit donner la liberté à toutes les religions existant sur ce pays, oui, il faut sur ce territoire-là. Absolument, je dis qu'il faut que la loi soit égale. Autant la loi est valable pour les citoyens, il faut que cela soit valable aussi pour ces on ne va pas quand même laisser les gens ça. aller vite en besogne en faisant certaines choses qui ne sont pas. On a un pasteur sur le plateau, il aura forcément la parole dans un instant à l'autre quand on sait que cette religion-là n'a pas vraiment les mœurs qu'il faut pour pouvoir... Non, je crois que le schisme n'est pas interdit, parce que l'état de Kano, c'est l'épicentre de cette secte-là, ou bien pourquoi l'appelle-t-on de secte? Parce qu'ailleurs, c'est quand même une religion à part entière, c'est une religion à part entière, mais seulement ce qui est interdit, c'est le mouvement qu'on interdit, mais ce n'est pas cette religion-là, parce que c'est ce monsieur-là, comment l'appelle, Ibrahim, qui s'est transformé en gourou et qui est en train de donner dans une forme caricaturale de cette religion-là, parce que cette religion-là existe partout ailleurs. Là où il y a le sunnisme, il y a aussi le schisme, mais seulement c'est le mouvement qui est interdit. C'est la façon dont cette religion-là, les principes sont appliqués par ce mouvement-là qui est interdit. Mais la religion même n'est pas interdite. Il faut le dire clairement. C'est les actions violentes, les actions terroristes et puis qui va peut-être se mettre en action djihadiste qui sur le terrain qui est interdite, mais la religion même n'est pas interdite. Et je le disais, il faut que la loi soit pareille pour tout le monde. Et on parlait même des conditions de naissance de ces sectes ou de ces religions-là, parce que leur terreau, c'est parce qu'il y a c'est l'injustice, les ressources de l'État sont ne sont pas équitablement partagées, et puis il y a la... Mais si nous voulons même parler de certaines statistiques, il faut quand même reconnaître que dans les 12 États du Nigeria, 80% des jeunes sont pratiquement illettrés. Les gens n'ont pas accès à la santé. Ce sont les États les plus pauvres même d'Afrique, sinon du monde. Dans des conditions comme ça, ces sectes-là recrutent facilement. Il faut que l'État fédéral soit un peu regardant sur les conditions de vie de cette partie-là du Nigeria. Et puis le clivage même s'est développé avec le président Olusegun Obasanjo, je crois, dans les années 80, et les États du Sud sont de plus en plus riches, les États du Nord sont de plus en plus pauvres, et je crois que c'est ce qui fait qu'il y a naissance de ces groupuscules radicaux-là qui, aujourd'hui, donnent du fil à retordre à cet État-là. Pasteur Edo, vous êtes pasteur, et d'abord, c'est quoi une secte et puis une religion? En fait, une secte, c'est un groupe de personnes, souvent réduits, qui ont un certain dogme précis. C'est-à-dire, ils sortent d'un ensemble et ils se revendiquent peut-être d'une autre doctrine. Et des fois, ces sectes deviennent pernicieuses. Avec à leur tête un gourou, qui devient le maître, de celui qui impose tout. Voilà ce qu'on appelle les sectes. Mais quand on parle de la religion, c'est cette manière de vouloir de l'homme d'être en accord avec Dieu. Ça peut être des petits dieux, comme ça peut être grand Dieu. Donc c'est ça la religion. Mais au fait, ce qui est comparable, quand il s'agit de faire la comparaison entre la religion et les sectes quand même des fois tendent déshumanisent l'homme. Quand vous avez le gourou, c'est lui qui est le maître de tout, c'est lui qui fait tout, il impose, et ils finissent par exploiter. Dans les sectes, il y a de l'exploitation humaine. Donc, ce qui fait que ailleurs, on confond les églises. Il y a des fois, on confond les églises aux sectes. On confond les églises aux sectes. Dans les sectes, dans une secte, il y a ce qu'on appelle l'initiation. On initie les gens dans une secte. Mais quand on connaît une église, c'est ouvert à tout le monde. L'église est ouverte à tout le monde. Vous baptisez?
bien Vous sûr. n'initiez pas. Non, non, donc voilà, nous on baptise, on n'initie pas. Donc l'initiation, c'est un secte qui est restreint. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès. Quand on parle de secte, de vrai secte, ce n'est pas tout le monde, c'est des initiés. Bon, donc il faut faire la part des choses pour ne pas confondre les églises. Aujourd'hui, on parle des sectes, des sectes, des sectes. Une secte n'est jamais ouverte aux gens, au public. Mais arrivé à un moment, sous Frère, que je vous pose cette question-là, il y a certains pasteurs, comme le cas d'Ibrahim Zabzaki, de l'autre côté, on sait que le chiisme, c'est une religion proprement dite dans certains pays. Oui, Tout comme dans le pays, on oui. prend les religions chrétiennes, enfin, si vous permettez Oui. le terme ainsi, il y a certains pasteurs qui ont cette tendance-là, un peu semblable à celui de... Oui, non, c'est ce que je disais. Ibrahim. Je me rappelle en 2000, en l'an 2000, il y a en Ouganda, un commandement d'une église de restauration des 10 commandements. Le gourou avait demandé aux gens que c'est la fin du monde, l'an 2000, c'est la fin du monde. Donc, il a pris toute leur richesse, il a pris tout. Et puis, les a enfermés, et les gens sont morts calcinés en 2000. Ça, c'est un gourou. Vous voyez? Donc, des pratiques comme ça ne sont pas des pratiques qui permettent à l'homme de s'ouvrir dans son âme vers Dieu. Ce n'est pas possible. Et c'est ça les sectes. Et c'est ça les gourous. Mais quand la pratique est générale pour tout le monde, pour que tout le monde vienne, c'est libre à tout le monde, là, on ne peut pas parler de secte. Voilà un peu la différence. Alors, Adam Adjrono, on sait qu'à part la secte islamiste Boko Haram, le Nigeria semble être un peu confronté aussi au chiisme radicalisé de Ibrahim Zabzaki. À l'heure actuelle, que faut-il concrètement conseiller aux fiers? Enfin, que faut-il faire pour décanter un peu la situation? Faut-il interdire? Faut-il relâcher le leader charismatique? Que faut-il finalement faire? Non, vous savez, nous l'avons dit tout à l'heure que le Nigeria est un État laïque. Et comme tel, je pense que le principe de respect de cet État laïque-là doit être valable pour tout le monde. Étant donné qu'une secte est toujours, même si au niveau des principes, il y a une différenciation entre une secte et une église, je pense que tous sont quand même logés dans le même enseigne, à telle sorte que je pense qu'il y a un certain nombre de principes qui sont donc partagés, qu'on soit dans l'un ou dans l'autre cas de figure. Et comme tel, je pense que l'interdiction ne saurait advenir parce que si de l'autre côté vous interdisez en arguant que voilà, bon, c'est une secte et que nous avions senti des réminiscences de radicalisme, et donc pour anticiper ou du moins pour parer à toute éventualité, il faut prendre des dispositions d'interdiction. Et au même moment, nous allons voir qu'il y a des églises ou du moins des religions où on autorise un certain nombre de choses qui ne sont pas loin de ces groupes-là, de ces mouvements-là. Je pense que là, nous ne sommes pas dans un état réellement laïque. Et comme tel, comme je le disais, parce qu'il y a beaucoup de voix qui se lèvent déjà pour la libération de leur leader. Et comme tel, je pense que si il y a déjà une juridiction qui a autorisé à ce qu'on libère ce leader-là, et que l'État s'obstine donc à pouvoir toujours le garder dans les geôles, je pense que ce ne serait pas justice faite. Il faudrait quand même qu'on respecte la justice. Et si l'État a jugé qu'on puisse donc libérer ce leader-là, pour du moins savoir de la calmie, parce que on ne dirait pas parce que, compte tenu de sa libération, qu'on aurait pu quand même radicaliser, ou du moins, c'est vrai que peut-être ça dit que le fait de le détenir peut quand même calmer. Mais aujourd'hui, on constate que le fait qu'il est en détention, quand même qu'il est en détention, ça n'a pas calmé les esprits, que les gens sortent et qu'on constate déjà des pertes de vie. Donc, je crois qu'il faudrait quand même respecter, que la loi soit respectée, que cet homme-là soit libéré, mais toutefois, en prenant les dispositions, aujourd'hui, en formant donc les forces de l'ordre qui sont déjà aguerris, parce qu'ils ont déjà appris de Boko Haram à pouvoir mieux contrôler cette secte-là, au lieu de pouvoir donc détenir toujours leur leader
qui, du moins peut-être la détention aurait permis de pouvoir donc calmer les esprits, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense qu'il faudrait quand même respecter la décision judiciaire pour pouvoir quand même le libérer. Merci beaucoup à vous, Adam Adjrono. Nous allons passer au second sujet, la Côte d'Ivoire. Nous restons dans la sous-région pour vous dire que les deux ex-présidents de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, se sont retrouvés hier lundi à Bruxelles, où réside actuellement le fondateur du FPI, acquitté par la Cour pénale internationale des accusations de crimes contre l'humanité en janvier dernier. Laurent Gbagbo est contraint de rester dans la capitale belge en attendant un éventuel procès, bien sûr en appel. Pasteur Edo, vous avez suivi cette actualité là quand on dit Henri Konan Bédié, on parle de Gbagbo. Et tout cela se passe à quelques mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Rencontre Gbagbo, Bédié, pour vous? Cette rencontre, ça peut s'inscrire dans un rapprochement pour les élections présidentielles, même si ce n'est pas bien dit, ça n'a pas été dit ouvertement. On sait que, vous vous rappelez de 2010, c'est quand Bédié s'est rallié à Ouattara pour pouvoir gagner, gagner les élections contre Laurent Gbagbo. Presque 10 ans après, Bédié et Laurent Gbagbo se rencontrent. Je crois des fois même c'est ça l'enjeu politique. Hein. L'enjeu politique, c'est ça. Hein. Des fois, la politique, ça contraint les gens à se retrouver. Parce que Alassane Bédié n'étant plus en accord, en bon accord avec Alassane Ouattara, donc il faut trouver des alliés. Et les alliés forts aujourd'hui pour eux, pour Bédié, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, même avec Guillaume Soro. Bon, donc, c'est pour dire quand même que c'est vrai, cette rencontre est historique, parce que personne ne le voyait plus venir, les deux étant presque âgés, 75 ans ici, 80 ans de l'autre. Pour Bédié, c'est ça, je crois, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent saluer cette rencontre. Et moi, l'analyse que je fais de cette rencontre-là, c'est qu'il y a un enjeu politique pour 2020. Mais aussi, cela peut commencer par faire redouter le camp adverse, parce que le faiseur de roi, vous savez, comment on l'appelle, Bédié a été le faiseur de roi en 2000, lors de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, lui qui se tourne vers Laurent Gbagbo, et puis Guillaume Soro de l'autre côté, ça va être très alléchant en 2020. L'élection va être très alléchante en 2020 en Côte d'Ivoire. Quand même, c'est une bonne chose que ses ennemis jurés d'hier se retrouvent aujourd'hui. C'est une bonne chose. Les deux ennemis jurés d'hier se sont retrouvés pour fumer la calumet de paix. Finalement, qu'est-ce que ça réserve concrètement pour Ouattara en 2020? Ah oui, mais c'est-à-dire que Ouattara a du souci à se faire. Et ça, il faut le dire. Mais vous savez, il n'y a pas d'ennemi juré en politique. Hein, parce que, bien sûr, la preuve, c'est que vous avez constaté qu'il y a ce rapprochement-là entre Bédié et Laurent Gbagbo. Parce que ils ont besoin l'un de l'autre. Parce que face aux enjeux électoraux de 2020, on a besoin d'une redistribution des cartes. Parce que vous vous rappelez quand même les conditions dans lesquelles Bédié et Ouattara se sont séparés. Le problème est que la répartition des responsabilités et puis la responsabilité même des ressources en termes de compétences et de distribution des postes dans RHDP. Ils ne se sont pas entendus. Et puis, il faut se rappeler par ailleurs que ces dernières années, Ouattara s'est fait beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas seulement Bédié, il y a aussi Guillaume Soro. Il n'y a pas que Guillaume Soro. Lorsque vous mettez à dos tout le monde, il y a forcément des conséquences. Les gens s'organisent pour être plus forts. Sur le terrain, pendant ces 10 dernières années, on constate en tout cas que Ouattara, ayant le pouvoir de l'État, a régné presque sur tous les instruments, sur tous les leviers du pouvoir. Et cela n'est pas sans déplaire à ceux qui estiment qu'ils devraient lâcher du lest, surtout
à l'horizon de 2020 pour qu'il y ait redistribution. Parce que surtout le cas de Soro en dit beaucoup quand on force la mer. Il avait fait des promesses. Il avait fait des promesses à Bédié, Ouattara, je veux dire, a fait des promesses à Bédié, il a fait des promesses à Soro, les promesses qui ne sont pas tenues. Et on dit souvent que les promesses n'engagent que ceux qui... Et vous, dans ces conditions-là, il y a de quoi quand même aller vers cette redistribution-là. Ceux qui sont faibles se retrouvent, veulent maintenant se coaliser pour être plus fort en face de celui qui détient le pouvoir. Et le pasteur de l'a dit que cela va être alléchant. On préfère assister à ces genres de coalition que d'aller à la guerre. Parce que la politique par excellence, ce sont ces rapprochements-là. Les camps se défont et se font et se défont. Et cela ne doit pas être sans surprise. Mais lorsqu'on dit que les gens sont des ennemis jurés, on constate pas ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que les ennemis n'ont pas juré tant que cela, parce qu'à un moment donné, selon les conditions qui prévalent sur le terrain, on prend tel ou tel acte. En fonction des conditions du terrain, et en fonction de ce qu'on attend, en fonction des perspectives. Et c'est ce qui se passe exactement en Côte d'Ivoire. Maintenant, le camp Gbagbo a beaucoup à gagner de ce rapprochement, parce que pour damer le pion à Ouattara, qu'il a quand même envoyé à la CPI, et lui garde dedans. Et la meilleure façon de lui faire un pied de nez, c'est de faire alliance avec ses anciens amis pour espérer revenir dans la course politique. Gbagbo a besoin de se refaire une santé politique, et la meilleure façon de se faire cette santé-là, c'est de prendre des gens qui hier étaient les amis de Ouattara pour en faire aujourd'hui ses amis. Et je crois que dans ce jeu-là, Ouattara a du souci à se faire pour 2020. Et le dire, ce n'est pas s'amuser. Adama Adjouano, pourquoi tous les autres politiciens de l'opposition en Côte d'Ivoire ont tendance à rallier le camp Gbagbo? Gbagbo qui a été longtemps décrié comme étant l'instigateur de tout ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire, finalement tout le monde court vers le monsieur. Il semble être un peu le sauveur de la situation qui va être un peu délicat en 2020. Non, vous savez, c'est ce qu'on nous a fait croire, que réellement Gbagbo était, disons le mauvais grain dans le panier par le passé. Mais ce que moi je dis fondamentalement, le schéma tel qu'il se présente aujourd'hui et qui a suscité des vagues d'indignation et de surprise de part et d'autre, prouve réellement le caractère scientifique de ce qu'on appelle politique. C'est vrai, tout à l'heure, il y a Chris qui le disait. En politique, l'ennemi est toujours l'ami non découvert et vice-versa. Et comme tel, je pense qu'aujourd'hui, c'est pratiquement, parce que pour me démarquer un peu de l'analyse qu'a fait tout à l'heure Chris, pour dire qu'aujourd'hui, parce que c'est pratiquement le même schéma qui se présente comme en 2010, sauf qu'il y a eu un glissement de Bédié, qui était le faiseur de roi, vers le camp Gbagbo. Donc, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons la scène, rien n'a changé. Vers le camp Ouattara. Oui, le camp Ouattara. Rien n'a changé aujourd'hui au niveau de la CENI, et qui est d'ailleurs même contesté, décrié par l'opposition. Oui. Et comme tel, lorsque vous voyez un peu les alliances telles qui se sont nouées, seulement il y a Guillaume Soro aujourd'hui, parce que ce ralliement, ou du moins ce ralliement de Bédié, de la part de Gbagbo, en appelle une autre, parce que prochainement vous allez voir que c'est le président de l'Assemblée, Guillaume Soro, qui va toujours aller. Et tout ceci, je pense que ces alliances se font contre Ouattara, qui a essayé quand même de puiser de part et d'autre. Ça, ne perdez pas de vue cela. Il a essayé de puiser profondément dans chaque camp. Et comme tel, le jeu risque d'être encore coriace. Mais aujourd'hui, si réellement les gens tendent à toujours ressusciter un peu le schéma de 2010, je dirais le contraire, parce qu'aujourd'hui, chacun tient quand même un discours d'apaisement, que ce soit le camp Ouattara et que ce soit le camp Gbagbo, comme le camp Bédié. Chacun tient quand même un discours d'apaisement, parce que nous savons que tout cela a su jouer. C'est vrai que les gens sont ralliés par des camps interposés quand même pour s'aimer, ce que nous avons constaté. Et si réellement il fallait laisser la politique ivoirienne dans les mains des Ivoiriens, à eux-mêmes, je pense qu'ils auraient pu quand même, au schéma que nous avons constaté en RDC, pouvoir quand même résoudre leurs problèmes quand même d'une manière ou d'une autre, sans faire intervenir les armes. Et comme tel, je pense que de
toute évidence aujourd'hui, que ce soit le camp Ouattara, que ce soit le camp de Bédié, en réalité, personne n'a aujourd'hui laissé entendre quand même que lui-même personnellement pourrait être candidat en 2020. Donc, le schéma se présente de telle en sorte que chacun veut quand même protéger ses arrières en essayant aujourd'hui de s'enraciner sur le schéma politique, tout en balisant le chemin quand même à ses dauphins. Du moins, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que si même Alassane Ouattara est revenu sur sa parole qu'il avait donnée, puisqu'il avait dit quand même ouvertement qu'il ne serait pas candidat en 2020. Et comme peut-être tout le monde sait qu'il y a des dauphins. Tout comme parce qu'il y a le Bédié qui a pris beaucoup de l'âge par rapport à Alassane Ouattara, ce qui prouve réellement que lui-même également il est fatigué. Il est fatigué et ne tente pas mener cette lutte-là pour sa propre cause. Mais quand même, c'est de pouvoir faire en sorte que les dauphins puissent quand même prendre le terrain et pour conserver toujours les acquis. Aujourd'hui, je pense que la popularité est pour quand même le Gbagbo aujourd'hui. C'est lui qui est populaire. Parce que vous savez, les Africains que nous sommes, quelqu'un qui est donc brimé, quelqu'un qui se noie, qu'on sait qu'il a été triché, la population africaine a toujours de l'assentiment pour lui. Et comme tel, chacun sait que Laurent Gbagbo est toujours populaire et on attend seulement sa venue, qui est d'une manière ou d'une autre bloquée par les politiques du terrain. Voilà. Alors, quand on parle de Laurent Gbagbo, il y a un jeune derrière, Charles Blé Goudé. Non, Charles Blé Goudé, oui. Charles Blé Goudé est toujours là. Il n'est pas toujours sorti des démêlés judiciaires, il est là. Bon, même si, il a été, avec Laurent Gbagbo, ils ont été acquittés. Bon, donc, lui, va-t-il rentrer en Côte d'Ivoire? Personne ne le sait. Bon, donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que quand vous prenez le camp Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, c'est le camp qui a plus d'embonpoint, qui a plus de... Aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, Laurent Gbagbo, pour tout le monde, c'est une véritable icône. Ça, on le voit. Et surtout qu'il a été acquitté. Toutes les charges qui ont été portées contre lui, contre eux aujourd'hui, sont acquittées. Ça veut dire qu'il a été triché. Il a été triché. Ça, c'est clair aujourd'hui, juridiquement. Les Africains veulent donc lui rendre la monnaie de sa pièce. Quelle que soit l'analyse qu'on puisse faire aujourd'hui, je crois Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent ces gens-là qui vont beaucoup, même de loin, l'homme de Laurent Gbagbo plante toujours sur la Côte d'Ivoire pour le moment. Même de loin. Et Charles Blé Goudé aussi. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que la restitution des cartes se fait en ce sens que Alassane Ouattara, c'est vrai qu'il a puisé un peu dans FPI, il a puisé dans RDP, puisé dans PDCI, dans PDCI, et pour en faire son camp, mais ça va être quand même très, très difficile, les élections présidentielles en 2020. Et nous, on préfère, comme il a dit, on préfère là, ce match-là, qui va être très intéressant. Et de là, nous allons apprécier l'un des arbres. Justement, Chris Ega, tout cela se passe à quelques mois de ces élections. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire qu'on risque d'assister à un scénario semblable à celui de 2010-2011? C'est déjà une alliance. Je crois qu'il n'y a pas une autre mot pour désigner ce rapprochement-là, parce que lorsque, vous savez, entre-temps, c'est Guillaume Soro qui voudrait rencontrer Gbagbo, et Gbagbo a dit niet, et pour raison, parce que Guillaume Soro en est pour quelque chose pour son admission à la CPI, mais ce sera trop facile maintenant qu'il n'est pas en bon terme avec son mentor Ouattara, et qu'il tourne aussi rapidement la veste pour se mettre du côté de Gbagbo. Mais vous l'avez dit, on est en politique là. C'est clair. Cette alliance, ça ne lui arrangerait pas. Il était clair. Donc, vous savez, c'est une alliance électorale. On ne peut pas, il n'y a pas un autre thème pour le dire. C'est en perspective de 2020. Et 2020, c'est déjà la porte à côté. Et dire que les gens qui se retrouvent aujourd'hui, et 2020, je crois que c'est dans quelques mois, et les cartes sont en train d'être rabattues parce que
ce qui peut se faire en 2020, il vaudrait mieux commencer à le faire dès maintenant. Et c'est ce que Ouattara et Bédié et Gbagbo sont en train de faire. Et pour revenir un peu sur celui qui peut être candidat pour ces deux-là, c'est que ce n'est pas forcément admissible que ce soit eux-mêmes qui se portent devant la scène. Ce sont de gros caïmans dans cette mare-là, mais il y a aussi les seconds couteaux, les gens qui viennent, qui sont avec eux, parce qu'il faut faire la promotion d'une certaine jeunesse. Et cette jeunesse-là, je crois que le moment venu, on va dégager un leader. Ce n'est pas forcément Gbagbo qui va se présenter pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Il faut que le président qui est Ouattara joue beaucoup, et je ne crois pas que Ouattara lui tende des perches pour revenir si facilement. Et c'est pareil pour Blé Goudé aussi, parce que ce sont des gens qui suscitent de l'émotion, certes en Côte d'Ivoire, et puis on ne va pas tendre du bâton pour se faire battre. Je parle là de Ouattara. Donc il ne va pas leur faciliter, mais seulement ils peuvent susciter un autre leader qui fasse l'unanimité entre Gbagbo et Blé Goudé et Guillaume Soro. Non, pas Guillaume, parce que Guillaume Soro, lui, en ce moment, il est surtout observateur, parce qu'il va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être admis ou bien il peut aussi rebalancer dans le cas Ouattara, parce que Ouattara peut-être va faire des analyses et dire que s'il lâchait Guillaume Soro, c'est comme il est en train de fendre son armure. Mais il a déjà lâché. Non, c'est-à-dire on peut. De toute évidence, je pense que la position de Guillaume Soro est très claire par rapport à Ouattara et par rapport à sa position en 2020. Il a dit. C'est-à-dire la politique, c'est de l'opportunisme. C'est quoi le divorce? Le divorce doit être consommé. Le divorce, est consommé peut-être parce que c'est la façon. Et derrière même, il y a des guerres de terrain qui se font. C'est vrai, mais maintenant, est-ce que Guillaume Soro peut être accepté si facilement par Gbagbo? Oui, ça va être possible. Oui, parce que vous savez, c'est les intérêts. C'est plus possible du côté. On va devoir marquer une pause. C'est plus possible du côté de Gbagbo que de Gbagbo. Dans quelques instants après le journal télévisé de votre antenne. À très vite.